Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Rodolphe, ou bien Rod, qui est vénézuélien, mais aussi il habite à Toronto. Il est français aussi, il est un peu de tout. Et voilà, Rod, aujourd'hui, je vais te laisser te présenter. C'est toi qui vas nous parler des Vénézuéliens en MLS. Donc, je te laisse te présenter au public. Ouais, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Rodolphe. Je suis, comme il l'a dit, je suis vénézuélien français et en même temps canadien. Tu vois, je rajoute une casquette. Je parle du football vénézuélien depuis quelques années. Je suis le football aussi depuis bien longtemps. J'ai aussi une association au Venezuela qui aide les écoles de football avec du matériel. Et donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Excellent. Ben, on est très heureux de te recevoir. Et oui, on est très heureux de te recevoir parce qu'en plus, on ne peut pas laisser passer une occasion pareille sans inviter un autre expert MLS. Et c'est nul autre que Mathieu Lemay. Mathieu, comment ça va? Ça va très bien. Enchanté de participer à une émission où je vais avoir en partie l'opportunité de découvrir un autre aspect du foot parce que les gens me connaissent d'abord comme étant un spécialiste du foot africain et en partie du football allemand et de l'envers du décor. Alors, parler du Venezuela, ça fait quelque chose d'un peu spécial et puis ça va être super intéressant, je pense, de faire ce podcast avec vous tous. Ben oui, c'est sûr, ça va être intéressant. On va parler bien évidemment des footballeurs vénézuéliens en MLS, ceux qui y sont encore, ceux qui vont peut-être venir, mais aussi ceux qui sont partis, en tout cas quelques-uns d'entre eux. On ne pourra pas les couvrir tous parce que, comme vous le savez, il y a quand même plusieurs footballeurs vénézuéliens en MLS, donc on ne pourra pas les couvrir au complet. On va procéder par thème, d'accord? On va procéder par thème parce que ça va être un peu plus simple, ça va être un peu plus sympathique aussi pour ceux qui nous écoutent, les téléspectateurs ou bien les auditeurs un peu plus tard quand la version audio sera sortie. Donc, on commence en premier, Rod, on va parler des stars, d'accord? Parce qu'on a des stars en MLS, mais aussi des stars pour le foot vénézuélien qui sont là et présents en MLS. On ne peut pas parler du Venezuela en MLS sans parler de la grande star, l'attraction numéro 1 du pays en MLS, Joseph Martinez, l'attaquant d'Atlanta United. Écoute, on va quand même s'amuser à le présenter pour le peu de personnes qui suivent la MLS et qui ne le connaissent pas. Donc, Rod, je te laisse présenter Joseph Martinez à nos téléspectateurs. Quel genre de joueur c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est une star et c'est considéré être comme une star en MLS et ailleurs et surtout, je suppose, au Venezuela? Déjà, une star, c'est parce que je pense que les statistiques montrent déjà que c'est une star, que ce soit avec Atlanta où il a marqué je ne sais plus combien de buts et je crois qu'il a d'ailleurs le record du nombre de buts. Donc déjà, juste au niveau des statistiques, ça montre déjà que c'est vraiment la star des Vénézuéliens en MLS. Et après, je pense que c'est aussi une star parce qu'il est parti en Europe. Ça a, on va dire, plutôt bien marché au final quand il était au Torino. Au début, ça a un peu mal commencé quand il est arrivé en Europe du côté de la Suisse, du côté des Young Boys de Berne. Il a un peu voyagé, il avait fait un prêt à Thun, ça n'a pas bien marché. Et puis après, le Torino l'a acheté. Donc on s'est dit peut-être, tiens, moi je le suivais à ce moment-là déjà avec le Torino. Je me suis dit, tiens, il va peut-être après partir dans un plus grand club. Et au final, après, on a vu qu'il est parti en MLS et c'est là que vraiment tout a bien marché. C'est vraiment un profil de joueur, d'attaquant il n'est pas très, très grand pour un attaquant. Il doit faire, je crois, 1m77, 1m78. Mais il a ce point d'appui, il a ce centre de gravité qui est assez bas et donc il va se battre sur tous les terrains. Pour ceux qui veulent voir des vidéos de Joseph Martinez, on va voir que c'est vraiment un joueur qui arrive à garder le ballon même sous pression. C'est vraiment un joueur qui a aussi cette vista pour être bien placé dans la surface et pour marquer. Donc, c'est vraiment la star du championnat en MLS. On va le voir bientôt, il est revenu de blessure. Donc, j'espère qu'il va faire mal en MLS, quoi. Oui, ben c'est sûr, Mathieu. Je te laisse présenter un peu le joueur en MLS, ses points forts, ses points faibles, et bien évidemment, combien son absence était importante dans la grosse déception que nous a donnée
Atlanta United l'année passée. Parle-nous un peu de Joseph Martinez. Juste pour préciser, Rod, oui, il avait battu le record de buts en une saison, mais il a été battu finalement par Carlos Vela un peu plus tard, donc qui a marqué 34 buts en une saison, tandis que Martinez en était à 31. Donc, juste pour un peu remettre en contexte. Donc, Matt, je te laisse présenter. Donc, Mathieu Lemay, je te laisse présenter alors Joseph Martinez, ses points forts, ses points faibles, là où il fait mal ou là où il peut encore s'améliorer, si c'est encore possible. Bien, c'est certain que ça va dépendre de comment il va s'être remis de sa blessure, qu'il a quand même privé des terrains pendant presque un an, si on peut dire. Mais quand on regarde son profil, quand nous, Adi, on l'a vu jouer, on parle probablement d'un des meilleurs finisseurs de la MLS. C'est d'ailleurs, je pense, son point fort. Lorsqu'il a le ballon dans la surface et qu'il est près du but, c'est presque un but inscrit automatique, ou en tout cas, si je veux le dire comme ça, parce que c'est peut-être un des meilleurs finisseurs. On a parlé de sa taille tout à l'heure. En fait, il est même un petit peu plus petit que la taille que Rod vient de mentionner. C'est 1,72 m. Et c'est plus petit que moi. Vous pouvez vous imaginer. Enfin, pas beaucoup, mais c'est plus petit que moi. Et pourtant, j'ai eu l'occasion, moi, quand je l'ai vu jouer, il semble avoir un physique costaud pour oser prendre le jeu à son compte pour ce qui est du jeu aérien. Donc, malgré sa petite taille, il ne faut pas le sous-estimer sur ce plan-là. Il a marqué des buts de la tête et il a montré qu'il pouvait aussi rivaliser, même avec des défenseurs de très, très grande taille. Et je pense aussi qu'une autre de ses forces, et ce qui lui permet aussi d'être très fort en finition, c'est que d'abord, il joue bien la profondeur, mais c'est aussi quelqu'un qui tient le ballon à cause de son gabarit. Donc, s'il a le ballon, il est capable de l'amener aussi vers le but. C'est pas quelqu'un qui va juste réceptionner et tirer. Il est capable de le conserver et les défenseurs qui vont essayer de le lui enlever, vous allez avoir à vous battre pour le lui enlever parce qu'il est capable de tenir le ballon. Il a très peu de faiblesse, en fait, ce joueur-là. À part peut-être que des fois, il est souvent pris hors jeu. Donc, il n'a pas encore, un peu comme Marco Di Vaio à Montréal à une certaine époque, il avait tendance à parfois être hors jeu souvent. Ça veut dire qu'il tente vraiment sa chance pour battre la défensive. Puis, comme beaucoup d'attaquants de sa trempe, c'est pas quelqu'un sur qui on va se fier pour jouer en défensive, mais ce sont des faiblesses mineures, étant donné l'identité qu'Atlanta avait affichée quand lui, il était là, sous Tata Martino en particulier. Mais honnêtement, son plus gros point fort, à mes yeux, c'est que c'est un des meilleurs finisseurs. Et c'est d'ailleurs ça pourquoi Atlanta a eu du mal sans lui, parce qu'il n'y a pas d'attaquants qui sont aussi forts en finition, même dans la MLS, là, qui ont cette efficacité devant le but que Joseph Martinez possède. Et on va espérer qu'il ne l'a pas perdu après un an d'absence de terrain. Ouais, ben, je doute qu'il l'ait perdu parce que c'est quand même des qualités quand même un peu innées que Joseph Martinez a. On a comme l'impression que ce joueur-là a un peu, tu l'as mentionné un peu plus tôt, Rod, ça a bien été en Europe. On va dire c'était quand même mitigé en Europe parce que c'est pas comme s'il a pu passer d'étape ou quoi que ce soit ou de cap en passant au Torino ou à Thun ou aux Young Boys en Suisse. Donc, il est parti de la Suisse quand même en Serie A. En Serie A, ça a été quand même coup-ci, coup-ça. Ça n'a pas été extraordinaire non plus. Mais là, en MLS, écoute, c'est vraiment la star de la MLS avec des millions de belles combinaisons, non seulement des buts, mais il est souvent impliqué dans les offensives d'Atlanta United. Donc, c'est quand même intéressant. Après, bon, il avait un binôme très intéressant avec Miguel Almiron, mais même après que Miguel Almiron soit parti, on a vu encore Joseph Martinez continuer à être explosif, continuer à performer. C'est ça qui est intéressant. Vous avez parlé de sa petite taille et Mathieu, tu as précisé quelque chose et je veux encore le souligner parce que Joseph Martinez, de la tête, est très, très bon. Il a un très bon jeu de tête, il a un très bon positionnement. Là où il doit s'améliorer, selon moi encore, c'est que j'aimerais le voir un tout petit peu plus participer au jeu au lieu de vraiment toujours être le finisseur, de temps en temps faire jouer un peu plus ses coéquipiers. On l'avait vu avec Almiron, un peu moins avec le reste des joueurs, peut-être mettre en valeur des joueurs. On a vu que ça n'a pas trop bien marché avec Pity Martinez qui est parti maintenant. Il faudrait que le côté collectif de ce joueur-là soit un peu plus amélioré. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Rod? Non, je suis d'accord et je pense qu'il va falloir surveiller avec Gabi Heinze parce qu'il a ramené beaucoup de joueurs d'Amérique du Sud. Je pense qu'il va retrouver son allant offensif devant. Parce qu'il y a des recrues qu'il a pris et il a aussi recruté un autre Vénézuélien, on en parlera peut-être plus tard, mais latéral droit.
que Martinez connaît un peu. Donc, je pense que cette connexion peut-être aussi va l'aider pour retrouver les sommets. J'espère juste, peut-être pour finir, mais ça, c'est plus le côté international. J'espère juste qu'un jour, il reviendra en sélection avec le Venezuela. Ça, c'est un autre problème, on va dire, extra-sportif ou dans les vestiaires. Mais pour l'instant, il n'est pas de retour avec la Vinotinto. Ouais, mais c'est ça, il a pris sa retraite internationale, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Bah, en fait, c'est un peu compliqué, c'est parce qu'avec l'ancien coach, il y a eu des problèmes, on va dire, avec Dudamel et d'autres joueurs dans le vestiaire. À ce qui paraît, ils ne s'entendent pas bien. Et donc, il a dit que tant qu'il y a ces joueurs-là en sélection, je ne reviendrai pas. Donc, maintenant qu'il y a un nouveau coach, on va espérer qu'il revienne parce que le Venezuela en a besoin. On ne peut pas se passer d'un joueur comme ça pour les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. C'est impossible. Ben oui, c'est sûr. Personne ne peut se passer de ça. De lui, on l'a vu à Atlanta, c'était presque impossible d'être bon sans lui. On va donner à une deuxième star. Ben, je mets le star entre guillemets parce que c'est quand même un joueur qui a un peu roulé sa bosse un peu partout à travers le monde. Mais il est venu l'année passée en MLS avec Nashville. Un petit salut à Anthony de Varenne qui, j'espère, nous écoute. Alors, Jonder Cadiz, je ne sais pas comment prononcer son nom, donc je suis désolé, mais c'est comme ça que je le prononce. Jonder Cadiz, présente-nous ce joueur-là, Rodolphe, parce que c'est quand même intéressant. Je pense que son profil en tant que joueur est quand même intéressant. Non, il est intéressant. Et puis, on parlait, c'est un peu l'inverse. Joseph Martinez, il est petit, et Cadiz, lui, c'est le contraire. Il est grand, il doit être autour des 1m90, lui, très, comme on dit, delgado, très fin. C'est vraiment un autre type de joueur du côté de Nashville. Pour ma part, je le suivais un peu plus quand il était en Europe du côté de Dijon, les quelques matchs qu'il a fait du côté de Dijon en France. On a vu quelques belles spécificités avec ce joueur. Je crois qu'il avait marqué même contre le Paris Saint-Germain, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Et on se disait, waouh, il va faire quelque chose. Peut-être qu'il va rester en Europe parce qu'il était pas mal sur les appuis. Il se battait aussi sur tous les ballons. Ça, c'est aussi un autre aspect peut-être du joueur vénézuélien qui se bat sur tous les ballons. Donc, il a ce profil aussi d'attaquant de pointe qui va essayer de trouver la bonne position. Et en même temps, comme il est assez grand, il peut bien se démener dans la surface, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou autres. Donc, c'est vraiment un profil de joueur, je vais dire, qui est un peu plus différent de Martinez, qui peut être peut-être la tour de contrôle, dévier les ballons pour qu'il y ait un autre joueur un peu plus rapide à ses côtés pour marquer. Mais du côté de Nashville, il a bien commencé. On espère enfin qu'il va pouvoir se stabiliser dans un club parce que depuis qu'il est arrivé en Europe et il a été signé par le Benfica au Portugal, il a fait plein de prêts en fait. Là, même pour Nashville, c'est encore un prêt. Donc, on espère vraiment qu'au bout d'un moment, il va réussir à trouver un point d'appui et faire plus de 40-50 matchs par année, quoi. Oui, Mathieu, Cadiz, ça a été quand même une surprise de le voir signer à Nashville. On s'entend, Nashville est quand même une équipe qui a été quand même impressionnante l'année passée. Mais quand tu vas dire à un joueur lambda ou à un bon joueur, hey, je viens t'amener à Nashville pour jouer au soccer, je ne pense pas que ce serait ah ouais, yes, j'adore jouer pour Nashville. C'est quand même pas un club qui est connu, tout nouveau club. Et puis, c'est sûr, on n'avait pas il n'y avait pas d'historique de ce côté de ce club-là ou du côté de soccer à Nashville pour encourager des joueurs à venir rejoindre la franchise. Par contre, Jonder Cadiz l'a fait. C'est sûr que sur le point de vue statistique, ça n'a pas été extraordinaire, hein, juste 2 buts en 10 matchs. Par contre, il a été important au dispositif de Gary Smith, n'est-ce pas? C'est la dernière phrase qui compte, Adi, dans ce que tu viens de dire, parce que quand je regarde son profil et quand j'ai eu l'occasion de voir jouer, et Rod a mentionné quelque chose d'important d'ailleurs qui vient renforcer cette idée-là. Jonder Cadiz, à la différence d'un Joseph Martinez, est un profil d'attaquant qui convient à une équipe qui joue plus fort défensivement et qui est moins portée sur la possession ou le jeu posé dans le cadre de l'adversaire. D'ailleurs, ses forces à Jonder Cadiz, Rod l'a mentionné, les duels aériens. Il est très, très fort sur ce plan. C'est peut-être un attaquant parmi les plus dangereux. Et donc, comme Nashville, étant une équipe défensive, va davantage miser sur les phases arrêtées. Et Jonder Cadiz est un attaquant qui a cette particularité d'obtenir les fautes de l'adversaire à cause de son physique. Eh bien, ça fait de lui une menace. Et donc, son profil correspond au style de jeu de Nashville. Et comme Nashville n'est pas une équipe, je pense, au départ, qui avait envie d'être une équipe offensive, et qui se sont dit on va gagner en concédant un peu de buts à l'adversaire et on va marquer juste le nombre suffisant qu'il faut. Ce qu'on a demandé à Cadiz, c'est qu'on ne lui a pas mis la pression de produire beaucoup
tout de suite. On lui a demandé, au contraire, de jouer sur ses forces et ses forces correspondent à l'identité du club et c'est là où il a été dangereux. Mais ça participe à un collectif et en ce sens-là, c'est là où il est différent d'un Martinez qui, lui, est un finisseur et qui doit marquer beaucoup de buts parce que c'est une équipe plus axée sur l'attaque, plus sur la possession. Alors que lui, Cadiz, c'est un joueur qui est plus formaté pour le jeu de transition et le jeu physique avec phase arrêtée. Ça, c'est sa force. Mais je suis d'accord avec Claude qu'après sa saison à Nashville, il va falloir qu'il trouve un moyen de se stabiliser. Et ça veut dire qu'il va devoir améliorer d'autres aspects de son jeu pour qu'il soit un attaquant peut-être un petit peu plus complet que celui qu'il est en ce moment. Même si ses forces en particulier dans une équipe comme Nashville, l'ont aidé quand même à s'établir un peu, même s'il n'y a pas des statistiques ronflantes. Oui, non, c'est sûr. Après, bon, y a deux choses, je pense, qui sont importantes dans ce que vous avez dit tous les deux. En premier, je pense que Jonder Cadiz, maintenant, il est encore prêté pour une année complète en MLS. Il était prêté pendant 1 an et demi, donc il a fait la moitié de l'année passée, puis 1 an maintenant avec Nashville. Je pense un peu que c'est un peu sa dernière chance, on va l'appeler comme ça, mais quand même, tu es en MLS, tu es supposé, si jamais tu veux aspirer à plus haut, tu es supposé être quand même un joueur qui va marquer plusieurs buts. Donc, je pense que cette saison-là va être très importante. Par contre, Rodolphe, tu as parlé un peu plus tôt de la sélection nationale vénézuélienne. Ce serait quand même intéressant d'avoir un tandem Martinez-Cadiz devant, avec Cadiz en sorte de tour de contrôle, Martinez qui tourne autour. Ça pourrait être quand même assez destructeur comme attaque, non? Ça pourrait. Après, du côté de la Vinotinto, il n'a pas beaucoup de sélection. Devant, c'est quand même, il y a toujours la star et le joueur historique devant, Samuel Rondon. Rondon, ouais. Donc, même si Rondon devient un peu vieux, ça reste quand même le joueur qui est incontournable devant du côté de la Vinotinto. Il y a d'autres très bons joueurs devant aussi côté Venezuela. Donc, j'ai peur que pour lui, je ne vais pas dire que le train est passé, mais c'est quand même assez dur. À moins qu'il fasse une énorme saison avec Nashville, où il va marquer beaucoup de buts, j'ai peur que pour lui, la Vinotinto, ça soit pas, ouais, le train est passé, je pense. Déjà, parce qu'il a quand même 25 ans, donc il est jeune encore, il peut encore percer, je trouve. Il peut encore percer, mais c'est ce que je dis, c'est selon les statistiques. Il va falloir vraiment qu'il marque des buts parce que pour l'instant, je crois qu'au niveau de la Vinotinto, il ne doit même pas avoir, avec l'équipe première, je ne parle pas des U20 ou U17, je crois qu'il n'est même pas à 5 sélections, quelque chose comme ça avec la Vinotinto. Donc, il y a d'autres joueurs qui poussent derrière. Il y a des joueurs aussi jeunes qui arrivent, qui ont moins de 25 ans, qui montrent déjà quelque chose, que ce soit au Venezuela ou en Amérique du Sud. Donc, à voir. On va le laisser quand la MLS reprend et on va voir ce que ça donne. J'espère vraiment qu'il va s'installer premièrement, qu'il fasse plus de 30 matchs et on va voir ce que ça donne. Parfait, parfait. Donc, voilà pour ce qui est des stars. On les appelle les stars. Bon, Joseph Martinez, c'est effectivement une star. Cadiz, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour être une star en MLS. Rapidement, une petite information, Mathieu, rapidement complémentaire sur Cadiz. Tous ses buts, ses 2 buts ont été marqués quand il était remplaçant, pas comme partant. Je pense que si on doit améliorer quelque chose de son côté, c'est qu'il marque lorsqu'il est dans un 11 partant et pas juste comme remplaçant. C'est là qu'on voit un peu le profil du joueur. Alors ça aussi, c'est un aspect qu'il va falloir penser à améliorer s'il veut se donner une visibilité pour l'équipe nationale. Oui, c'est sûr. Après, bon, il ne faut pas oublier qu'il est arrivé, il était à court de forme aussi. Il n'était pas. Après, il y a la COVID qui est arrivée. C'est ça. Donc, ça a été un peu compliqué pour lui. Aussi, on s'entend, les joueurs longiligne comme ça, la préparation physique est très importante pour eux. On a tendance à oublier que ce genre de physique-là, il a besoin vraiment d'être affûté et de faire une préparation physique très importante pour qu'il puisse à ce moment-là être le plus près possible à une saison. Donc, je pense qu'on va plus pouvoir le juger en 2021, en tout cas. Moi, j'ai hâte de voir parce que Nashville, je pense, avec un Cadiz en forme, peut encore être encore plus dangereux qu'ils étaient l'année passée. Ils ont été extrêmement dangereux l'année passée, mais je pense qu'avec Cadiz, ça peut encore, on peut monter d'une coche, je pense. Donc, passons au prochain thème. Donc, on va parler des valeurs sûres. C'est sûr, vous allez me dire, ouais, mais tu aurais pu mettre Joseph Martinez en tant que valeur sûre. Non, pour moi, c'était une star. Donc, j'ai choisi 2 autres joueurs comme valeur sûre vénézuélienne en MLS. Le premier joueur, c'est
Junior Moreno. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, c'est qui Junior Moreno? Pourtant, c'est un joueur qui joue à DC United à 27 ans maintenant. C'est un milieu de terrain défensif qui quand même a une valeur sûre parce qu'il est capable de faire le travail en tant que milieu défensif. Il a déjà à peu près 24 sélections avec l'équipe nationale vénézuélienne. Parle-nous un peu, présente-nous un peu Rod Moreno, s'il te plaît, en tant que joueur. Est-ce que pour toi, c'est vraiment une valeur sûre, que ce soit en MLS, mais aussi de la sélection nationale? Je pense que tu as dit déjà beaucoup. C'est vraiment une valeur sûre. On en parlait des joueurs qui peuvent faire quelque chose avec la Vinotinto. Et Junior Moreno, dès qu'il est disponible, il y a aussi un gros vivier, c'est vrai, du côté de la Vinotinto de milieu défensif. Mais s'il n'est pas blessé, tu peux être sûr qu'il est toujours appelé par la Vinotinto, qu'il soit titulaire ou sur le banc, mais il sera toujours appelé. Et c'est vraiment un joueur, comme tu l'as dit, qui va faire le travail défensif, mais qui peut aussi facilement aller de l'avant et aller conclure ou donner la passe décisive à un joueur. Je me rappelle, je crois à l'époque, c'était avec Wayne Rooney, où il avait récupéré le ballon et à la fin, il lui avait donné la passe d'aise pour marquer. Ça remonte un peu. Mais c'est vraiment un joueur box-to-box qui peut prendre la balle au niveau de la défense, au niveau pas du point de pénalty, mais de la surface de réparation et remonter le terrain avec l'équipe et peut-être pas conclure, mais en tout cas être dans la dernière passe ou dans la key passes, comme ils disent, juste avant la passe juste avant la passe décisive. Donc, c'est vraiment un joueur très, très bon. Il a joué le dernier match de la Vinotinto avec donc le Venezuela contre le Chili. Donc, il a été de la partie pour ce match-là. Il a été… on va en parler peut-être un peu plus tard. Il a été en duo avec Cáceres, le joueur des New York Red Bulls. Donc, c'est vraiment un joueur sûr, que ce soit du côté de DC United et de la sélection nationale. Oui, effectivement, une valeur sûre parce que c'est quelqu'un qui, même avec Ben Olsen, il était là, puis après avec Ashton, il était là. On a comme l'impression que c'est un joueur sur qui on peut se baser et on peut un peu reposer un peu notre système de jeu en disant, écoute, défensivement, on a Junior Moreno qui est là et comme tu l'as dit, il est capable aussi d'être un peu un milieu relayeur, un milieu box-to-box, comme l'a dit Rodolphe. Parle-nous un peu de ses points forts, ses points faibles, Mathieu Lemay, de ce joueur-là qui est quand même un joueur qui est venu de Zulia au Venezuela et a quand même été… On ne s'y attendait pas beaucoup, mais a quand même été un bon joueur de DC United, bien évidemment, avec les performances de DC United qui étaient quand même assez mitigées. Oui, en fait, la seule fois où il a déçu avec DC United, c'était pendant le tournoi à Orlando, où il avait été décevant, mais il s'est vite repris dans la petite saison qui a suivi immédiatement après, et il a retrouvé la stabilité qu'on avait vue de lui quand même avec DC United. C'est quand même étonnant parce qu'il reste quand même, vous l'avez dit, tous les deux, un bon joueur, un joueur stable, une valeur sûre, malgré le fait que DC United, à part la courte période avec Wayne Rooney, à part le fait que ce club-là soit plutôt d'ordinaire à médiocre. Et en quelque part, c'est assez impressionnant, mais c'est un joueur qui sait ce qu'il a à faire sur le terrain. Il est globalement plus efficace lorsqu'il est justement en poste de milieu relayeur ou box-to-box que lorsqu'il est plus reculé sur le terrain. Mais cela dit, même si on peut le catégoriser comme étant un milieu défensif, la raison pourquoi il est plus efficace en box-to-box, c'est que c'est aussi un bon passeur. Je regarde ses statistiques de passes réussies. Année après année, il est au-dessus de 85 %. C'est donc très, très fort pour un milieu de sa trempe parce que tu ne veux surtout pas que ton milieu défensif provoque des revirements. Donc, c'est quelqu'un qui relance bien le ballon. C'est même quelqu'un qui aime envoyer des longs ballons par moment. Alors, il est très, très fort. Donc, non seulement pour relancer, mais évidemment, dans son plus fort, c'est contrer le jeu, en particulier dans la zone médiane. Ça, c'est son point fort. Et quand on regarde son profil, parce que c'est quelqu'un qui est petite taille aussi, il fait également ma taille, c'est aussi quelqu'un de très costaud qui se comporte comme un vrai pitbull sur le terrain. Donc, quand tu l'as dans ta face, excusez l'expression typiquement québécoise, il y a des grandes chances que tu ne conserves pas le ballon face à un joueur de cette trempe-là. Et c'est ce qui en fait sa force. Après, c'est très difficile de juger de ses faiblesses parce qu'il a évolué au sein d'une équipe qui, justement, est globalement faible. Alors, est-ce que ça serait peut-être sa contribution offensive? Mais ce n'est pas son rôle. Alors, en quelque part,
c'est très difficile de lui trouver des points faibles. Moi, j'aime bien en quelque part ce genre de joueur-là qui est très, très combattant, qui ne lâche rien, qui est très fort dans les duels et puis qui est capable aussi de faire une bonne première relance du pied. En quelque part, ce sont déjà des qualités. Puis en MLS, ce genre de qualité-là est toujours très, très apprécié, surtout quand on regarde ce que j'appellerais, moi, le sommet de la pyramide, là, même si ce n'est pas le même profil. C'est le Cubain Osvaldo Alonso, qui est un des meilleurs milieux défensifs et qui fait une excellente première passe. C'est souvent le modèle d'excellence. Et imaginez quelqu'un comme Moreno, qui est beaucoup plus petit, n'en est pas très loin. Donc, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Non, effectivement, un bon joueur, Junior Moreno, mais il y a une autre valeur sûre et je vais un peu peut-être vous choquer, je ne vais pas dire choquer, vous surprendre un peu, parce que c'est un joueur qui n'a pas de sélection en équipe nationale, pas encore appelé, en tout cas, Rodolphe, c'est ce que je pense. Pourtant, c'est un joueur qui est venu aussi du même club que Junior Moreno, de Zulia, qui a été recruté par l'Union de Philadelphie. L'Union de Philadelphie venait de perdre une de ses pièces maîtresses qui était Haris Bedunjanin. Puis tout le monde pensait que c'est fini. Moi, en premier, j'étais un des premiers à dire on a un gros problème. Philadelphia, ça ne va pas être très bon parce que Bedunjanin n'est plus là. Il était tellement important dans ce milieu à 3. Vient un jeune inconnu, pour moi en tout cas, José Andrés Martinez, qui vient et s'incruste dans le collectif de l'Union de Philadelphie et il rend une copie extraordinaire. Ce joueur-là est devenu, et pour moi, une des révélations de l'année 2020. Il a été tellement bon dans ce milieu à 3 avec Brandon Aronson et Alejandro Bedoya. Ça a été tellement beau à voir, tellement une valeur sûre maintenant de MLS. Beaucoup l'ont même nommé comme un des meilleurs milieux défensifs de la MLS. Quand on voit un joueur comme Alonso, qu'a nommé un peu plus tôt Mathieu Lemay, mais aussi il y a des Diego Chara, où il y a des joueurs quand même qui sont là et qui roulent leur boss depuis très longtemps en MLS. C'est quand même une très, très bonne nouvelle de voir un José Martinez aussi être nommé parmi tous ces grandes stars-là. Rod, j'aimerais que tu me parles un peu de José Martinez. En premier, comment ça se fait qu'il n'a jamais été appelé? Tu l'as mentionné un peu plus tôt, il y a beaucoup de milieux défensifs du côté de la sélection nationale. Par contre, c'est quand même un joueur avec quand même très, très bon, je trouve. Et c'est dommage quand même de s'en priver, non? En fait, il aurait dû être appelé il y a quelques mois de cela pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde actuelle, mais le club, donc l'Union Philadelphia, n'a pas voulu le lâcher. Donc, c'est pour ça. Il aurait dû être appelé. Je crois qu'après, c'est la même chose avec la Covid. Ça a été difficile. Certains joueurs de MLS n'ont pas été libérés par leur club pour aller avec la Vinotinto en Amérique du Sud. Donc, il y a aussi ça. Mais il est si ce n'est pas maintenant, je pense que dans les semaines qui viennent, quand les qualifications vont reprendre, on espère bientôt, je pense qu'il va être appelé. S'il n'y a pas de souci de santé, ça aussi, s'il n'y a pas de blessure ou autre, il devrait être. Je pense que il est aux portes de la Vinotinto, comme je viens de le dire. Il devait être appelé il y a quelques mois de cela pour un des matchs de qualification. C'est juste que le club n'a pas voulu le lâcher. Je ne sais même pas si d'ailleurs la FIFA est intervenue, s'il y a eu des sanctions de ce côté-là. Mais en tout cas, à cause de la COVID, la FIFA a un peu été beaucoup plus loose à cause de la COVID, en comprenant un peu les situations des clubs. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, pour la différence, il est appelé El Brujo, donc le magicien. Donc voilà, comme ça, il y aura pas de. On pourra dire le magicien pour José Martinez et Joseph Martinez, on l'appellera comme on veut. Oui, ou bien on l'appelle José Andrés Martinez, qui est son nom complet, même si c'est un peu plus long. Donc voilà. Mais comment ça se fait qu'il n'a jamais été appelé en équipe nationale avant maintenant, on commence à y penser? Premièrement, tu as d'autres joueurs qui se sont exportés plus rapidement, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe. Comme je l'ai dit, le vivier de milieu défensif, à la Vinotinto, il y a pas mal de joueurs. Donc, c'est pour ça qu'on n'en avait pas besoin de lui de ce côté-là. Et je pense après, il y a eu aussi un changement de coach qui est intervenu avec Dudamel et maintenant un nouveau sélectionneur portugais. Donc, je pense lui aussi a voulu peut-être faire du changement, créer un changement. Et c'est peut-être pour ça aussi que maintenant, il va venir petit à petit au sein de la Vinotinto. Mathieu Lemay, est-ce que tu as été aussi impressionné que ça par ce joueur-là? En tout cas, aussi impressionné que moi, parce que très sincèrement, je ne m'attendais pas à ce joueur à ce niveau-là. Ah non, moi aussi, j'ai été impressionné, d'autant plus que, bizarrement, quand je reconsidère son profil, il est le complément parfait de Junior Moreno dont on vient de parler tout à l'heure. Moreno, c'est quelqu'un qui aime jouer plus en milieu relayeur, alors que lui, José Martinez,
son poste idéal, c'est milieu défensif près de la défense. Quoique, il a déjà joué un petit peu plus haut et il s'est très bien tiré d'affaire. Et l'autre aspect complémentaire, c'est que, alors que Moreno aime jouer collé sur le joueur et gagner au duel, José Martinez est un très bon tacleur et dans le duel aérien, c'est quelqu'un qui pourtant qui a la même taille que Moreno, mais qui lui, au contraire, rechigne moins au duel aérien et qui est même très, très efficace sur ce plan. Et c'est quelqu'un qui aime plus dribbler avec le ballon puis même le conserver pour relancer l'attaque lorsque c'est nécessaire. Alors, c'est un type de milieu défensif qui joue différemment de Moreno. Ça lui amène parfois le défaut de commettre plus de fautes qu'un Moreno, mais quand même, quand tu regardes l'ensemble de son travail et de son profil, José Martinez, effectivement, n'a pas démérité. Et je suis tout aussi étonné que vous qu'il n'ait pas été appelé en équipe nationale parce que les performances et son niveau d'évaluation, ce qu'il a fait avec Philadelphie, c'est tout simplement impressionnant. Mais c'est là aussi où est le contraste. On disait tantôt que DC United était une équipe ordinaire, voire médiocre, et Moreno a quand même tenu son épingle du jeu et a conservé le même niveau. Martinez est au sein d'une excellente équipe, mais ça ne vient pas démériter de ses performances, mais peut-être que ça lui a amené un plus parce qu'il est bien entouré, alors son type de jeu a pu s'exprimer peut-être adéquatement comme lui le souhaitait, et il s'est senti à l'aise tout de suite et il s'est très bien intégré et ça a très bien fonctionné. Alors moi, je suis globalement, en fait, effectivement très impressionné parce que ce joueur-là a apporté, comme j'imagine, mais là, ça serait répéter une vérité de la palisse. J'ai été impressionné parce que Philadelphie nous avait offert la saison dernière. C'est pas un hasard si cette équipe-là est allée chercher le Supporter Shields. C'est grâce à des joueurs comme ça. Ça veut dire aussi que avec une équipe de possession, tu as besoin de ce type de joueur capable de jouer et de contrer justement la transition adverse. Et José Martinez est parfait pour ça, par sa force de caractère et sa façon de jouer le tacle et le jeu aérien pour empêcher aussi des fois des longues relances. Alors, en quelque part, sincèrement, Martinez, non seulement il a été efficace, mais il a été surprenant. C'est ça. Et en plus, il ne faut pas oublier, hein, Philadelphie, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de moyens et quand elle va chercher des joueurs, c'est vraiment beaucoup des joueurs très ciblés. On a vu Martinez, mais on a vu aussi des Prisvilko, on a vu des Sergio Santos, on a vu des joueurs achetés à des prix modiques et finalement qui sont devenus, font partie d'un collectif qui est vraiment en forme, comme l'a dit un peu plus tôt Mathieu Lemay. Donc voilà pour ce qui est des valeurs sûres vénézuéliennes en MLS. C'est sûr, il y en a d'autres, sauf que c'est les deux, moi, qui me sont revenus à l'esprit le plus rapidement possible. On va parler d'un autre thème et je vais l'appeler les diamants bruts. Okay? C'est des jeunes joueurs vénézuéliens qui, jusqu'à maintenant, on a comme l'impression, non seulement ils sont bons et ils ont fait de bonnes saisons, mais on a l'impression qu'ils peuvent encore s'améliorer d'une façon quand même assez importante. En premier, tu l'avais nommé un peu plus tôt, Rodolphe, c'est Christian Cáceres Jr. du côté des Red Bulls de New York. Un joueur quand même assez intéressant, lui aussi milieu de terrain. Parle-nous un peu de ce joueur-là, Rod. Parle-nous un peu de ce qu'il est capable d'amener et son potentiel en tant que joueur. Oui, c'est quelqu'un qui a fait partie de l'académie des Red Bulls et on sait très bien que l'académie est quand même une très, très bonne académie. N'empêche, c'est un joueur qui a déjà aussi été appelé en sélection nationale. C'est un joueur qui est quand même intriguant parce qu'il est très bon, mais on le connaît un peu moins. Parle-nous un peu de ce joueur-là. Ouais, non, vraiment bon. Il vient en fait, il a fait ses classes dans différents clubs près de Caracas. Et, le dernier, donc, il a été au Deportivo La Guaira, qui est en ce moment le dernier champion du championnat vénézuélien. Son père était aussi dans le domaine, était un sportif, était un footballeur, c'est pour ça que c'est junior à la fin. Et son père, d'ailleurs, pour ceux qui regardent un peu le championnat de France, il a entraîné le gardien actuel à Lens, un des internationaux Vinotinto, qui est au Racing Club de Lens, Farinez, le gardien. Donc, il vient vraiment d'une famille de sportifs. Il est vraiment professionnel. J'invite tout le monde à lire c'est un livre en anglais qui parle du football vénézuélien d'un des amis Jordan Flewitt, Red Wine and Arepas. Et il parlait de Cáceres, son arrivée à New York, où il ne connaissait pas la langue, où il ne connaissait pas ce pays, cette culture. Et il disait que dès le départ, il s'est vraiment focalisé sur le football. Quand les autres joueurs de l'académie des Red Bulls sortaient ou allaient se promener ou autre, lui, il restait à la maison pour apprendre l'anglais, pour connaître la culture, pour connaître le pays. Donc, dès le départ, dès son arrivée aux États-Unis depuis La Guaira et Caracas, il s'est vraiment focalisé sur le football, sur le soccer.
Et on le voit sur le terrain, que ce soit avec les Red Bulls, où il a gagné, je crois, un prix l'année dernière du meilleur défenseur, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et avec la Vinotinto, il est vraiment, on voit que c'est vraiment, comme tu l'as dit, un diamant brut. On sait que lui, il est arrivé avec la Vinotinto et il va rester là pour des années et des années. Donc, c'est vraiment un super joueur. Oui, effectivement, il est tout jeune, hein, il a 21 ans, il vient tout juste d'avoir 21 ans au mois de janvier, donc vraiment un jeune joueur. Encore une fois, on voit le savoir-faire de cette académie-là qui développe de très bons joueurs. Le seul problème des Red Bulls, et on l'a mentionné plusieurs fois, c'est un peu les vétérans autour qui ne sont pas à la hauteur dernièrement. Est-ce que, Mathieu Lemay, tu peux nous parler un peu de c'est quoi qui rend ce joueur aussi fort que ça? Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Pourquoi c'est un joueur qui peut encore exploser et aller à un niveau supérieur? Ben, c'est un profil qui ressemble à celui dont on vient de parler, José Martinez, c'est-à-dire un milieu défensif à peu près de ma taille, mais encore une fois costaud et qui aime tacler et qui aime Personne ne connaît ta taille, Mathieu. Personne ne connaît ta taille. C'est 1m75 à 5 pieds 9. Ça vous donne une idée que lorsqu'un joueur de soccer aime le duel aérien à 5 pieds 9, alors que moi, en duel aérien, comme le balle au pied, je suis nul. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un peu de particularité, j'ai l'impression, au Venezuela. Ils n'ont pas forcément les joueurs les plus grands, mais on se bat et on n'a pas peur d'aller au charbon, comme on dit, en particulier pour les duels aériens. Et Caceres a un profil qui est très similaire à celui de José Martinez quand on le regarde. Il est très efficace comme milieu défensif. C'est quelqu'un qui aime les duels aériens, qui aime les tacles. Et c'est aussi quelqu'un qui, de temps en temps, va prendre quelques tirs de loin aussi. Lorsque vient le temps d'appuyer l'attaque, lorsque l'occasion se présente. Peut-être, vu qu'il est plus jeune, un aspect qu'il faudra améliorer dans son cas, c'est la qualité de ses passes. Mais entre parenthèses, on pourrait souligner aussi le fait que le collectif du New York Red Bull, même s'il y a eu un progrès en 2020, mais c'était une année à COVID, désirer. Ça laisse encore un peu à désirer. On est loin de l'époque où c'était un collectif très bien rodé et qui était souvent dans le top 3 de la conférence. À partir de là, quand cette équipe-là va retourner là, et si Caceres progresse au rythme auquel on s'attend, je pense qu'il va arriver à corriger la situation. Ce n'est pas un vilain passeur déjà, mais c'est surtout en passe courte qu'il est efficace. En passe longue, c'est plus compliqué. Mais attention, Caceres est quelqu'un aussi, malgré son mètre 75-76, si tu as des coups francs indirects à tirer offensivement, il peut être une menace dans la surface par moment parce qu'on a tendance à l'oublier et ça peut être un facteur qui, si on travaille sur ce plan-là avec les Red Bulls, pourrait s'avérer une menace supplémentaire. Mais sinon, son profil ressemble beaucoup à celui de José Martinez. La différence, c'est que Martinez a 5 ans d'expérience de plus et donc ses faiblesses, il a réussi à vraiment les atténuer ou à les gommer un peu. À les gommer, puis en plus, il est dans un collectif qui est très bien rodé, alors ça aide à les gommer aussi. Dans le cas de Caceres, déjà à 21 ans, ce qu'il arrive à faire, c'est déjà très, 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 très bon. Parce que moi, quand je regarde sa saison avec les Red Bulls, là, on ne peut pas dire que pour un jeune de 21 ans qu'il a déçu, mais il reste des aspects à travailler et à améliorer, mais ça va aller aussi dans le sens jusqu'à quel point ce collectif-là est capable de s'améliorer si ce collectif parvient à s'améliorer. Oui, non, c'est sûr. Après, bon, il y a une petite particularité aussi pour Caceres qui est un peu plus offensif que Martinez. Hein. On le voit souvent prendre sa chance, tu l'as dit, de loin, mais Exactement. Aussi il se retrouve souvent un peu dans la surface, ce qui n'est pas le cas de Martinez, de qui on a parlé plus tôt. Un jeune joueur a vraiment surveillé en MLS. Ce jeune Christian Caceres Jr. Des Red Bulls de New York, sachant que cette année, on a l'impression que ce sera une pièce maîtresse du milieu de terrain. Il sera titulaire très souvent, si ce n'est presque chaque match, tellement il a cette faculté à s'améliorer et déjà tellement il a impressionné son coach l'année passée. Donc, on passe au deuxième diamant brut, aussi un joueur qui va beaucoup s'améliorer, je pense, et qui a quand même impressionné parce qu'il y avait quand même de la concurrence à son poste du côté des Timbers de Portland, et c'est Pablo Bonilla. Pablo Bonilla, qui est latéral droit, qui est un joueur quand même assez intéressant, très explosif, un latéral moderne, comme on l'appelle. Bon, il y a quelques aspects où il doit s'améliorer. Par contre, c'est un très, très bon joueur. Parle-nous un peu de ce joueur, Rodolphe. Ouais, bah écoute, j'allais le dire, tu vois, tu m'enlèves les mots de la bouche concernant le latéral moderne. C'est vraiment quelqu'un qui va se projeter vers l'avant, assez explosif. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que son défaut, ça va peut-être être la partie tactique, plus le retour, revenir en arrière pour faire les efforts défensifs. Mais en tout cas, il va se battre. Et comme on l'a dit avec Mathieu aussi,
les joueurs vénézuéliens, à part Cadiz et quelques autres, c'est des joueurs qui ne vont pas être de grande taille. Ça va être 1m75, 1m80, vraiment au maximum. Mais par contre, le joueur vénézuélien, s'il y avait un mot pour les décrire, ça serait le combat. C'est vraiment des joueurs, ils n'ont pas peur de sauter. Par exemple, tu peux avoir un joueur de 2 mètres en face d'eux, 1m90 ou autre. Ils vont quand même y aller, ils vont perdre la balle, mais ils vont quand même mettre la pression, ils vont faire les mètres qu'il faut pour revenir ou au moins pour faire la faute tactique. Donc, c'est un peu la même chose pour Pablo Bonilla. En plus, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est bien entouré. Il a un coach vénézuélien du côté de Portland. Donc ça aussi, je pense que ça aide beaucoup au niveau de son développement. Bien sûr, il y a la plupart des joueurs vénézuéliens et autres rêvent d'Europe. Il en parle beaucoup dans ses interviews, comme quoi il aimerait aller en Espagne. Du côté où il a un exemple, c'était Rosales, un autre latéral vénézuélien qui était du côté de Malaga. Donc, je pense qu'il a encore beaucoup à faire. Il est très jeune aussi. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il c'est vraiment un super joueur. Comme tu l'as dit, c'est un diamant brut. J'espère le voir plus avec la sélection de la Vinotinto dans les mois qui viennent. Mais non, super joueur, vraiment super joueur. Vraiment très explosif, ce joueur-là. C'est drôle que tu aies mentionné l'entraîneur de Portland, c'est Giovanni Savarese, qui est lui aussi vénézuélien. C'est en fait, un fait cocasse comme ça, c'est le premier joueur vénézuélien à avoir évolué en MLS lors de sa première année, donc en 96, la première année de la Ligue. C'était Giovanni Savarese en tant que joueur. Maintenant, c'est un entraîneur en MLS. Mais après, il a eu plusieurs postes. Très, très bon entraîneur, déjà gagné la MLS Cup. Mais revenons un peu à nos moutons avec Pablo Bonilla. Mathieu Lemay, est-ce que c'est un joueur qui, selon toi, peut aller très, très haut? Est-ce que c'est un joueur, par exemple, que tu penses qui pourrait à un moment donné passer un cap et aller attirer peut-être des courtisans européens, par exemple? S'il veut attirer des courtisans européens, il y a quand même encore pas mal de croûtes à manger puis de choses à améliorer, c'est certain, mais il a les capacités de le faire. Parce que, justement, Bonilla, c'est la première fois qu'on parle finalement d'un défenseur là, depuis le début de l'émission. Alors, c'est un latéral droit et il a la particularité, comme vous avez dit, d'être très explosif. C'est quelqu'un qui aime jouer en passe courte et c'est aussi un bon central pour un jeune de son âge, même si c'est un département vous savez, les centres, ça s'améliore tout le temps. Mais considérant l'identité de Portland, un bon central comme lui, c'est effectivement très, très souvent utile. Et je suis d'accord avec Rod, par contre, que lorsqu'il doit être en situation de repli défensif, il va falloir qu'il améliore un peu son jeu parce qu'il commet souvent des fautes en repli. Et c'est l'un de ses défauts. C'est quelqu'un qui, au niveau du tacle, au niveau du jeu défensif, c'est un petit peu plus problématique. Et aussi, par moment, lorsqu'on lui met la pression, il a tendance encore à perdre le ballon. Il faut qu'il apprenne à mieux le tenir pour mieux faire bénéficier de ses qualités lorsqu'il arrive dans le dernier droit offensif pour centrer ou faire, si possible, une passe qui serait décisive ou une passe qui mènerait à une autre passe décisive. Alors, à ce moment-là, il aura énormément progressé. Mais il n'en faut pas nécessairement beaucoup parce que c'est déjà quelqu'un, quand on regarde les statistiques, qui fait beaucoup de bonnes choses. Alors, en quelque part, pour que son profil serve mieux le collectif, il lui suffit donc d'améliorer autant ce qu'il fait déjà de bien, mais aussi ce qu'il fait de moins bien et qui va renforcer ce qu'il fait déjà de bien. Et ça va être la clé s'il espère à un moment donné aspirer à jouer en Europe. Il ne faut pas qu'il fasse la grosse tête non plus, qu'il se concentre sur ce qu'il doit faire, une étape à la fois, et probablement qu'à ce moment-là, l'opportunité va se présenter pour une équipe européenne, un peu comme on pourrait prendre l'exemple d'Ambroise Oyongo, même si là, sa carrière, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, mais au moins, il est allé en Europe, puis il n'a pas si mal fait. Et c'est pas obligé d'être un gros club. Oui, non, effectivement. Après, Pablo Bonilla, il l'a mentionné un peu, Rod, un peu plus tôt. Je pense que c'est au niveau positionnement où il doit le plus s'améliorer, savoir où se positionner et le niveau tactique, savoir quand revenir, quand s'avancer, ainsi de suite. Parce qu'on a comme l'impression que souvent, il va vers l'avant, puis il a tendance à oublier que, ah ouais, mais là, s'il y a une contre-attaque, j'ai un boulevard derrière moi et est-ce que j'ai encore la capacité physique de revenir en arrière pour couvrir, pour aider mes coéquipiers. Et c'est là où je pense qu'il doit le plus s'améliorer. Par contre, tout ce qui est qualité technique et physique, c'est quand même un joueur qui est quand même assez impressionnant, à tout juste 21 ans lui aussi. Il aura 22 ans au mois de décembre. Donc, vraiment un jeune joueur à surveiller. Aucune sélection encore avec les A. Avec l'équipe nationale A. Ce qui est quand même un peu surprenant. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs devant lui dans la hiérarchie? Non, même pas, c'est ça. Bah, t'as son modèle qui est Rosales, qui joue en Europe, mais qui devient un peu lent, on va dire. Et
il y a eu beaucoup d'interviews pour dire quand il va avoir sa chance avec l'équipe A, avec la Vinotinto. Ça devrait arriver parce que les derniers matchs, il les a fait donc avec l'équipe, pas réserve, mais avec la Sub-20, donc les moins de 20 ans. Je conseille à tout le monde, s'ils veulent voir un peu l'explosivité ou on va dire la hargne qu'il a, de regarder une vidéo où il met un tacle à Nicolas Diaz, un joueur chilien. C'était assez impressionnant. Il y a eu même il y a eu une affaire après le match parce que le joueur chilien lui avait dit muerto de hambre. Il l'avait un peu traité de genre mort de faim en traitant un peu la communauté vénézuélienne qui est au Chili en disant vous êtes des morts de faim et tout. Il s'était excusé, mais ça montre un peu le type de joueur déjà à son âge qui met des tacles, qui n'a pas peur de se montrer et de faire des tacles même près de la surface de réparation. Donc, il a vraiment cette explosivité. Je pense que la porte de la Vinotinto doit arriver dans les prochains matchs. Je l'espère vraiment parce que c'est vraiment un super joueur. Ouais, en tout cas, on l'espère pour vous et on l'espère aussi, bien évidemment, pour les Timbers de Portland, parce que je pense que ça va lui amener encore plus d'expérience et ça peut faire en sorte d'accélérer sa progression aussi. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner, mais impressionné par sa première année avec les Timbers et je pense que cette année, il aura encore plus de temps de jeu, sachant que je pense que Chris Duval n'a pas été renouvelé, donc ça veut dire qu'il aura un peu plus de temps de jeu. Si je ne me trompe pas, je pense que Duval son contrat n'a pas été renouvelé, mais on verra. En tout cas, j'ai l'impression que Bonilla va s'installer au fur et à mesure comme le numéro 1 à ce poste-là. On passe au prochain thème. Un thème, bon, c'est un peu difficile de donner ce thème, mais n'empêche, je vais l'appeler les flops. OK? C'est des flops jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, le 14 mars 2021, c'est ce qu'on appelle des flops. Et on va parler, c'est des flops, et les deux joueurs que j'ai choisis, c'est quand même des joueurs assez jeunes. OK? C'est des joueurs assez jeunes qui peuvent sortir un peu de leur torpeur et devenir quand même de très bons joueurs plus tard. En premier, je vais parler, vu qu'on était... je vais parler d'un joueur des rivaux du CF Montréal, de mon rival à moi, puisque tout le monde sait que je suis quand même supporter du CF Montréal, et c'est Erickson Gallardo. Erickson Gallardo est venu un peu en grande pompe du côté de Toronto FC, et depuis, on a comme l'impression que c'est un gros flop. Rodolphe, parle-nous de ce joueur-là. Pourquoi c'est considéré comme... il est toujours considéré comme une pépite et un joueur qui a un gros potentiel. Et pourquoi ça ne marche pas pour lui à Toronto? Écoute, déjà, premièrement, il est arrivé, pour moi, ça reste qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu un changement d'entraîneur, il y a eu la COVID, il a eu un enfant ici. Ça fait beaucoup de changements. Je sais qu'on va parler d'un autre joueur que tu as mis en tant que flop. Pour moi, c'est plus l'autre joueur, le flop. Erickson Gallardo, il est toujours jeune. Il vient d'un bon club au Venezuela, Zamora Football Club, qui est un bon club qui forme aussi de très bons joueurs. Donc, pour moi, je vais lui laisser le temps. Je vais aussi un peu le regarder plus souvent parce que comme j'espère qu'il va jouer et comme on est à Toronto, j'espère le voir jouer sous peu et aller au stade. Mais pour moi, je vais lui laisser le temps. Il peut jouer devant sur différentes positions. Je l'ai suivi un peu au Venezuela. Je trouve que déjà, j'étais surpris qu'il arrive, qu'il soit signé par Toronto. Donc ça, c'était déjà une première surprise. Mais pour moi, c'est un mini-flop. Je vais attendre de voir. Comme je l'ai dit, changement d'entraîneur. Il y a eu la COVID. Changement d'entraîneur. Il n'a même pas encore joué sur son nouvel entraîneur. Il vient tout juste de changer d'entraîneur. Les 2 premières années, il était avec Vanny. Ouais, d'accord. Mais je veux dire, il y a aussi la COVID-19. Je pense qu'il a dû jouer. Il a eu un enfant. J'ai peur qu'un peu tout, il ne connaît pas la langue. Je l'avais lu dans une interview comme quoi il disait que le froid, ça l'a un peu… Petite différence, hein? Petite différence. Des différences. Je pense que, tu sais, en plus, je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui parlent espagnol au sein du Football Club Toronto maintenant. J'espère qu'en tout cas, il a la communauté qui l'aide aussi, parce que ça aussi, c'est important. J'avais lu une interview pour revenir à Bonilla, comme quoi il disait qu'il ne parlait pas trop anglais, mais grâce à l'entraîneur vénézuélien et aux autres joueurs qui parlent espagnol, ça l'avait beaucoup aidé dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup d'hispanophones quand même. Il y a quand même beaucoup d'hispanophones. On a Delgado qui parle espagnol, Pozuelo qui parle espagnol. Pozuelo, ouais. Voilà, il y a quand même 2, 3, voire 4 joueurs qui peuvent parler espagnol. Je suppose que Osorio aussi, qui a des racines mexicaines aussi, qui peut aussi parler espagnol. Donc, je pense
Ben, bon, après, je pense que tu es clément parce que je pense que c'est un peu. C'est peut-être ton chouchou quelque part quand même, non? C'est pas mon chouchou, mais comparé aux deux, j'ai fait un peu, j'ai essayé de comparer avec l'autre joueur qu'on va parler un peu plus tard. Pour moi, lui, je lui laisse encore une chance. À 24 ans. Quand même, il a quand même 24 ans, c'est plus jeune. On ne va pas dire que c'est vieux. C'est plus jeune, mais je veux dire, il lui reste encore de belles années devant lui. C'est sûr, c'est sûr. Tu vois, c'est plus l'autre. OK, ben on va parler de l'autre un peu plus tard. Mais parlons un peu de Gallardo. Mathieu, nous, on a eu le temps de le regarder assez souvent, jouant un peu pour notre rival. C'est sûr, on scrute à la loupe ces matchs-là entre Montréal et Toronto le plus près possible. On essaie de voir exactement qui sont les bons joueurs, qui sont les mauvais joueurs. On avait un peu peur quand il avait signé parce que c'était quand même, comme j'ai dit, un joueur qui est venu avec beaucoup d'attentes envers lui, quand même venu depuis 2019. Hein? Donc, il a eu une année au complet avant l'année COVID et ça a été un gros flop. Parle-moi un peu de ce joueur-là, ses forces, ses faiblesses. Est-ce que tu penses qu'il peut se sortir un peu de l'abysse, sortir un peu du trou dans lequel il s'est mis? Je me pose la question à savoir si, en quelque part, une des raisons de son échec à Toronto, si c'est pas le fait que c'est pas une erreur du recruteur, en fait. C'est-à-dire, est-ce que son profil cadre avec l'identité de jeu de Toronto, même si son profil laisse suggérer qu'Erickson Gallardo est un ailier droit explosif et quelqu'un capable de remuer une attaque. Mais à Toronto, ça n'a pas fonctionné. Et une des raisons aussi, c'est que effectivement, la chimie avec les autres joueurs, le ciment n'a jamais pris, en fait. C'est-à-dire la mayonnaise n'a jamais pris. Voilà. C'est tout simplement ça qu'il faut dire dans le cas de Gallardo. Parce qu'à Zamora, il a très bien fait. Toronto ne serait pas allé le chercher s'il n'y avait pas un potentiel pour animer le côté droit du terrain. À noter qu'il a joué une fois comme avant-centre, ça a été nul aussi, mais je ne sais pas trop quelle a été l'idée de Greg Vanney à ce moment-là. Il y avait beaucoup de blessures, hein, et finalement, il avait mis finalement Pozuelo en tant que numéro faux 9, en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est ça. Là, mais toujours est-il qu'à son poste d'ailier droit, il n'a pas joué beaucoup parce que justement, la chimie, ça ne collait pas avec les autres joueurs de Toronto autour de lui. Il semblait avoir du mal à trouver ses partenaires, semblait avoir du mal à savoir quoi faire avec le ballon lorsqu'il l'avait. Ça semblait compliqué pour lui. Alors, est-ce que c'est pas juste Rod a parlé du climat à Toronto, il y avait la COVID, il y a eu un enfant, tout ça. C'est possible qu'il y ait eu des facteurs extérieurs qui l'ont dérangé. C'est pas impossible, hein? On a vu, on pourrait citer des exemples de joueurs qui mentalement ont été affectés. Et la délocalisation l'an passé de Toronto, malgré qu'ils aient mieux paru que Montréal, ça les a affectés aussi à la longue. Est-ce que Gallardo, ça l'a affecté plus? Peut-être. Mais toujours est-il que moi, au départ, j'y vois plutôt une erreur de recrutement où le profil du joueur, qui est certes petit, mais qui dribble, qui court et qui est supposé être très combatif, capable de percer la surface, de créer du danger, ça n'a pas fonctionné à Toronto. Est-ce que Pozuelo prenait trop de place? Parce que Pozuelo a tendance à jouer un petit peu à droite de son côté où il se trouve. Je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que l'intégration de ce joueur-là dans le collectif de Toronto, pour l'instant, ça n'a pas pris. Et après 2 saisons, je doute que ça prenne plus sous un autre entraîneur. Enfin, on verra bien. On ne sait jamais. Hein? On a toujours des surprises. Mais il va falloir ou soit que le joueur trouve une façon de s'adapter ou que le nouvel entraîneur trouve une façon de l'intégrer à son projet de jeu. Et je ne sais pas si ça va fonctionner ou non. Alors, c'est pas parce que c'est un vilain joueur ou parce que c'est un flop là, marqué sur le front ou un joueur nul. C'est juste que, selon moi, il ne cadrait pas avec l'identité de jeu du Toronto FC. Ouais, j'ai comme l'impression que tu as raison. Ça ne marche pas trop. En tout cas, il faut dire qu'il y avait Pablo Piatti qui n'est plus là maintenant. Est-ce qu'avec Chris Armas, il va pouvoir se développer? J'ai comme l'impression que Chris Armas va se lancer dans un système avec 2 attaquants. Donc, je ne vois pas où ça laisse la place à un joueur comme Gallardo qui est plus un joueur de couloir. Bon, je ne sais pas. On verra ce que ça va donner. Je ne suis pas très convaincu de le voir vraiment exploser avec Toronto, mais espérons. Écoute, Rod, c'est l'expert, donc peut-être qu'effectivement, lui, il va suivre ce que Rod a dit et puis finalement, il va exploser avec Toronto. On l'espère. Tu l'espères, nous, pas trop. Mais ouais, mais après... je pense que c'est parce que Rod habite à Toronto qu'il y a un parti pris pour le joueur. Moi, je suis persuadé que ça joue. Là. À voir, peut-être. Mais peut-être pour finir avec lui, je veux pas être méchant, mais on va dire son agence, CK Sport, c'est une agence au Venezuela qui envoie beaucoup de joueurs à l'étranger.
Et des fois, ils envoient des joueurs à l'étranger pour dire on les envoie à l'étranger. J'ai un peu peur qu'ils les envoyés en disant vas-y, ouais, c'est bon, Toronto, ça va le faire, vas-y, sans peut-être l'avoir préparé mentalement et physiquement à ce qui se passe en Amérique du Nord. Donc, j'espère que je me trompe, mais malheureusement, le marché aussi des agents et autres, faut dire ce qui est, quoi. Toujours assez compliqué ce marché-là. Passons au deuxième flop. Et je sais que tu en as beaucoup à dire, Rod, donc je ne vais pas trop parler. Je vais juste nommer son nom. Renzo Zambrano, avec les Timbers de Portland aussi. Un joueur quand même de 26 ans, international vénézuélien aussi. Donc, tu m'as dit que pour toi, c'est un gros flop. Parle-nous et explique pourquoi. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, il a déjà 26 ans. Au niveau des sélections avec le Venezuela, ça fait quand même longtemps qu'il ne joue plus vraiment avec la Vinotinto. Il a eu une expérience européenne. Ça a plutôt, on va dire, bien marché au début, puis à la fin, ça s'est un peu planté, on va dire. Là, il est revenu en MLS. Il a eu une expérience aussi avec Portland, si je me rappelle bien. Il est toujours avec Portland. Ouais. Le problème, c'est la discipline. Et je sais qu'il a eu des affaires de discipline, que ça soit aussi sur le terrain, où il a pris beaucoup de cartons et autres. Pour moi, je pense que c'est vraiment le flop. Tu vois, je le vois mal aller de l'avant, que ça soit déjà ses expériences, comme je l'ai dit avant. 26 ans, à moins que cette année-là, il nous change quelque chose et puis qu'il ait la confiance du coach à Portland. Je le vois mal. Franchement, pour moi, c'est vraiment lui le flop. Ouais. Ça va être difficile parce que pour que le coach lui donne un peu plus de chance, il faudra qu'il prenne la place de Diego Charaz, qui est pour moi indéboulonnable au milieu de terrain des Timbers de Portland. Aussi, avoir deux joueurs un peu dans le même profil, l'un à côté de l'autre, je ne vois pas c'était quoi l'idée derrière tout ça. Après, peut-être qu'il a juste été amené pour doublure à Diego Charaz. Mathieu Lemay, parle-nous un peu de ce joueur-là. Pourquoi tu penses qu'il a floppé? Pourquoi tu penses que c'est vraiment un joueur... est-ce que tu penses que c'est un joueur aussi qui peut s'en sortir et qui peut devenir une valeur sûre en MLS du côté de Portland ou ailleurs? Moi, j'ai l'impression qu'on l'a effectivement fait venir à Portland comme doublure, mais même à ce poste comme doublure, il n'a pas fait le travail. Et en quelque part, quand tu es milieu défensif et que tu joues au sein d'une équipe qui pratique le jeu de transition avec les qualités que l'on connaît, tu as intérêt à ne pas merder ta chance lorsqu'on te donne des minutes. Et ce qui achoppe dans son cas, Rod l'a très bien dit, dans son cas, c'est la discipline. Dans les sites où on fait le profil des joueurs que je consulte, ce qui vient en tête de liste, c'est qu'il n'y a aucune force à son avantage. Et dans la liste des faiblesses, ce qui vient en tête de liste, c'est la discipline. Ça en dit long. Donc, ce que Rod a dit, c'est donc déjà, ça fait partie des 4 vérités par rapport à ce joueur. Mais on peut rajouter à ça le fait que au niveau des duels aériens, des tacles et surtout de la concentration, ce sont aussi des faiblesses. Et quand tu es milieu défensif, tu ne peux pas accumuler toutes ces faiblesses-là et pouvoir espérer percer l'alignement et faire de bonnes choses. Alors, en quelque part, si tu n'es pas bon en tac, si tu n'es pas bon dans les duels aériens, si tu manques de concentration, puis ça, en plus, tu as des problèmes de discipline et que tu dois jouer milieu défensif, surtout à Portland, je m'excuse, ça va être extrêmement difficile, surtout en plus que tu as devant toi un titulaire qui, tu viens de le dire, est indéboulonnable. Alors, même en tant que doublure, il ne fait pas le travail. Alors, si j'étais lui, moi, je ne sais pas, là, je me reprendrais peut-être, surtout au niveau mental dans son cas, pour espérer peut-être changer ma façon de jouer sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'il a 26 ans. S'il avait eu 21 ans, je dirais qu'il y avait espoir. À 26 ans, tu commences déjà à être formaté pas mal et c'est très difficile de te changer. Et je pense que malheureusement, pour lui, ses jours sont peut-être ailleurs qu'avec Portland, ses meilleurs jours, s'il doit livrer des meilleures performances. Mais honnêtement, je ne le vois pas en équipe nationale s'il continue à performer de la sorte. Il en est très nationale, loin. On en a parlé, ils ont tellement de milieux défensifs. Voilà. Et peut-être l'idée derrière, je connais aussi Diego Chara, comme je regarde beaucoup le football en Amérique du Sud, super joueur quand il était en Colombie. Ça devient un joueur un peu vieux, donc peut-être qu'il se dit Diego Chara, il va peut-être encore jouer 1 ou 2 années maximum. Et peut-être qu'après, c'est peut-être le plan, mais en même temps, je ne sais pas. Ouais, c'est pas bête, mais il y aurait peut-être. Ils se sont trompés sur ce coup-là, mais espérons qu'ils en trouvent un meilleur.
il faut dire que Zambrano a été signé surtout pour être à la deuxième équipe de Portland, donc au Portland 2. Donc, il a fait un peu l'ascenseur, souvent en équipe première, deuxième équipe. Mais on a quand même l'impression qu'il a plus sa place avec la deuxième équipe qu'avec la première. Voilà, c'est un gros flop de ce point de vue-là. Quand tu vois que tu as un international vénézuélien qui vient, puis finalement, tu vois que c'est un gros flop. C'est quand même compliqué. Donc, voilà pour ce qui est des flops. Je pense qu'on a nommé un peu tous nos thèmes du point de vue de joueurs. On va parler un peu de deux choses quand même, deux sujets quand même qui sont importants. En premier, Rod, c'est moi-même qui a mentionné plusieurs joueurs et j'ai même imposé plusieurs joueurs desquels je voulais vraiment parler. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres joueurs vénézuéliens de MLS qu'on n'a pas cités encore, que tu as envie de voir en 2021 et que tu as envie de voir évoluer en MLS cette année? Bah, écoute, plusieurs. On va commencer du côté des Red Bulls de New York. Ils ont un peu fait la même chose qu'ils ont fait avec Christian Cáceres Jr. Ils ont pris un joueur pour leur académie, qui est en ce moment l'académie, un autre Vénézuélien, Wilkenman Carmona, qui vient d'un club de 2e ou 3e division au Venezuela. Et je pense que lui, il va falloir le surveiller, déjà international avec les catégories de jeunes de la Vinotinto. Donc ça, c'est du côté des Red Bulls. C'est quoi? C'est un milieu de terrain défensif aussi? Non, offensif. Il est vraiment offensif. OK, parfait. Ouais. Il peut même jouer, je crois qu'il est même winger, pardon. OK, un ailier. Ailier, pardon. Ouais. C'est ça. Donc, il est vraiment bon. On va voir. Il est encore assez jeune. Je crois qu'il a 17 ans. Oh, wow! Aussi jeune que ça. Ouais. Et en plus, avec les Red Bulls, tu sais jamais, maintenant qu'il y a le coach américain qui est du côté de l'Autriche, cette connexion des Red Bulls, on va voir ce que ça fait dans quelques années, même pour Cáceres. Du côté de DC United, ils viennent de signer Giovanni Bolivar, qui vient de gagner le titre avec le Deportivo La Guaira au Venezuela. C'est un attaquant à surveiller du côté de DC United. Du côté du Football Club de Dallas, un autre Vénézuélien qui vient de signer, Freddy Vargas, en prêt pour l'instant. Pour cette année, vraiment bon joueur aussi. Je vais vraiment le surveiller du côté du Football Club Dallas, donc Freddy Vargas. Et du côté d'Atlanta, comme on l'a dit au début, côté latéral droit, normalement, Ronald Hernandez. Donc, lui qui était un vice-champion du monde avec la Vinotinto et les moins de 20 ans en Corée du Sud, en 2017. Et donc, il a eu son passage en Europe. Ça s'est, on va dire, plutôt bien passé au début en Norvège et après, il était du côté de l'Écosse, de Aberdeen. Et là, il est prêté par Aberdeen, c'est ça? Ouais. Et lui, je pense qu'il va vraiment faire du bien. Il a cette expérience internationale. Il connaît José Martinez devant. Je pense que ça va être super. Il est peut-être plus âgé que les autres joueurs qu'on vient de citer, mais il vient d'arriver en tant en prêt du côté d'Atlanta. Donc, c'est vraiment les 4 joueurs que je recommande de surveiller. Mathieu, est-ce que tu penses que c'est un peu du copinage? Il voulait ramener un des compatriotes de Joseph Martinez pour un peu le garder, peut-être à Atlanta, peut-être qu'il a eu des envies d'ailleurs? Ou qu'est-ce que tu penses? Est-ce que pour toi, non, ils se sont dit, ça a marché pour Martinez, allons chercher un de ses compatriotes? J'en sais rien. J'en sais rien, mais c'est sûr que peut-être. Ouais, ça peut peut-être aider. Bon Pardon? Très bon joueur. Ils l'ont pris aussi parce que c'est un très bon joueur. Gabi Heinze, il va faire du super travail, je pense. Oui, je pense aussi qu'on y va aussi en fonction de soit ce que Gabi Heinze a envie de bâtir comme équipe. Et on sait que quand Joseph Martinez, quand il va revenir, s'il a quelqu'un un peu comme Almiron était avant, pas obligé qu'il soit pareil, mais quelqu'un qui, justement, le soutienne derrière lui au poste de milieu offensif et qui peut marquer aussi également, mais Martinez, il va retrouver ses marques très, très, très vite. Alors, en quelque part, moi, je vois ce recrutement-là plus dans ce sens-là que juste de dire « Ah, ben il est de la même nationalité ». Ça aide, c'est sûr, mais si ça avait été quelqu'un d'Amérique du Sud qui venait d'un autre pays et qui serait hispanophone, ça aurait tout aussi bien marché. Almiron venait du Paraguay et ça a très bien marché avec Martinez. Non, c'est sûr, effectivement. Par contre, Ronald Hernandez, il est latéral. Il va jouer surtout latéral droit. Ouais, latéral droit, non, effectivement. Je parlais surtout de complémentarité. Okay. Ouais. Non, mais de toute façon, vu, je pense, le jeu de Gabi Heinze, Ronald Hernandez, je pense qu'il va faire le veille. Oui, c'est sûr. Se tourner vers l'avant, il va manger les kilomètres, on va dire. Il va manger la ligne. De toute façon, il y avait de quoi corriger à ce poste-là aussi à Atlanta. Il y avait plein de postes à corriger quand même. Non, effectivement. En tout cas, ça va être intéressant de le suivre. Tu as mentionné quelques joueurs que tu avais envie de suivre en 2021. Je ne sais pas si, Mathieu, tu avais d'autres joueurs que tu voulais mentionner, à part ceux qu'a mentionné Rod?
Non, pas spécialement, vu que j'ai moins suivi effectivement les joueurs vénézuéliens. Je les connais moins en dehors de la MLS, mais j'aime bien les découvrir lorsqu'ils viennent ici. Parfois aussi, quand je les vois jouer en équipe nationale, et peut-être qu'on va en parler à la fin de l'émission, voir le progrès de cette équipe-là. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, le Venezuela, c'était d'abord un pays de baseball ou de basketball, mais pas de soccer ou de football. Mais avec les années, on semble avoir enfin développé quelque chose là-bas et une identité. Parce que si on retrace à peu près globalement le profil des joueurs qu'on vient de couvrir, on sent qu'il y a comme des points communs. Et Rod a en plus employé un terme pendant l'émission qui résume assez bien ce que sont les joueurs vénézuéliens. C'est pour ça aussi peut-être qu'on les convoite. C'est que ce sont des battants sur le terrain, ça lâche rien. Ce sont des pitbulls, peu importe qu'ils soient à l'attaque ou en défense. Et à ce compte-là, jouer contre eux, ça devient très difficile. Tu n'aimes pas avoir ce joueur-là là, à proximité dans les duels. Non, c'est sûr. Par contre, j'aimerais qu'on parle un peu des joueurs, prochains joueurs vénézuéliens qui devraient être la cible des clubs de MLS ou des franchises de MLS. Rod, je vais te laisser parler, mais en premier, moi, j'aimerais bien voir, tu as dit comme quoi il a un peu vieilli. Il n'a pas vieilli, moi, pour moi, je trouve qu'il a juste 31 ans. Salomon Rondon, j'aimerais beaucoup le voir en MLS. Je trouve que c'est un joueur que j'adore déjà, que j'ai toujours beaucoup aimé comme joueur. Je l'avais voulu dans le temps, il y a longtemps, dans mon club européen, qui est l'Olympique de Marseille. J'avais voulu qu'il signe là-bas. Mais bon, il a été très, très bon en Premier League, que ce soit avec le West Brom, que ce soit à Newcastle. Je pense que c'est un joueur qui pourrait être très bon. Tu as dit qu'il a vieilli, il a 31 ans, il aura 32 au mois de septembre. Donc, mais je pense qu'il a encore 2-3 ans où il va être encore au très, très haut niveau. Donc, ouais. Mais qui sont les joueurs que tu aimerais voir? Toujours aussi bon. Et d'ailleurs, il était en Chine et là, ils l'ont prêté. Il est au CSKA Moscou. Il a encore joué hier. Non, il fait toujours de très bons matchs de ce côté-là. Même avec la sélection nationale, c'est le joueur. Devant, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, s'il y a des scouts qui nous écoutent, j'ai plusieurs joueurs, à proposer de différents clubs, dont pour moi le club qui est toujours le club numéro 1 au niveau des infrastructures, au niveau de la politique sportive et même au niveau des trophées au Venezuela, donc le Caracas Football Club. 3 joueurs qui ont 3 postes différents. Malheureusement, ils sont presque tous blessés en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être parce qu'ils sont très jeunes et à cause de peut-être des coups, donc ils sont tout de suite plus durs sur eux. Mais tu as Guarirapa, qui est un attaquant qui est super. Je l'ai vu jouer il y a quelques mois de cela, quand ils faisaient encore la Libertadores et quand ils ont été reversés en Sudamericana. Donc, Guarirapa qui est devant. Tu as Contreras qui est plus un profil milieu def aussi. Et Ferreira qui est un défenseur qui est le seul qui n'est pas blessé des 3. Donc, ça, c'est du côté du Caracas Football Club. Tu peux nous dire un peu leurs âges? Parce que c'est sûr que maintenant, à MLS, Guarirapa, 18 ans. Wow. OK. Ouais, Contreras, je crois qu'il a 20. Je crois que ça tourne autour des 19-20 ans. Je n'ai pas noté les âges, mais je sais que Guarirapa, il est super jeune. Il a 18 ans, ça, je sais. Et c'est vraiment tous les joueurs que je vais nommer ou que j'ai nommés, ils ont entre 17 et 20 ans. Ah, bah, parfait. Ben, c'est vraiment la cible des franchises MLS maintenant d'amener des jeunes joueurs sud-américains. Donc, ce serait effectivement dans les filets de ce que les franchises cherchent à avoir maintenant. Donc, tu as mentionné donc, ces 3 joueurs-là du Caracas FC. Ouais. Quels sont les autres joueurs? Alors, j'en ai d'autres. J'en ai un, c'est un de mes préférés. Il est blessé aussi en ce moment, très jeune. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais alors, lui, par contre, je le conseille de le regarder en photo. Il a un physique de déménageur déjà. Je ne sais pas ce qu'il lui donne. Il joue du côté du Deportivo Táchira. C'est David Teges. Donc, Teges, T-E-U-G-E-S. C'est incroyable. Je crois qu'il a 17-18 ans et il a un physique. Je pense qu'il a déjà un physique d'une personne de 24-25 ans. Il ne se fait pas bouger d'une virgule. C'est incroyable. Et il y a aussi Chacon du côté du Deportivo Táchira, très jeune joueur, qui est d'ailleurs le fils du propriétaire. Okay. On croirait que c'est parce que c'est le fils du propriétaire ou du directeur sportif du club qu'il est là. Non, il a vraiment un talent. Donc, Teges, c'est plus un défenseur central, vraiment bon. Chacon, il est plus, je crois, milieu offensif. Okay. Et du côté Deportivo Táchira, un autre joueur latéral, Deportivo La Guaira, Juan Aramburu. Alors lui, ce qui est assez marrant, c'est qu'il vient de signer pour avec l'agence sportive que Antoine Griezmann a ouvert. Wow, OK. On va voir ce que ça donne, mais c'est vraiment un super joueur.
Un autre qui est très, très jeune, il a à peine 17 ans, mais il fait de super matchs du côté de Deportivo Lara. Il s'appelle Telasco Segovia. Il a 17 ans. Oh, wow. Aussi à surveiller. Et un autre qui me plaît bien parce qu'il suit un peu le parcours qu'a eu par exemple Savarino, que j'ai trouvé toujours excellent. Toujours extraordinaire. Il vient de faire une saison à Atlético Mineiro où il a été excellent sous Jorge Sampaoli. Il a été vraiment très, très, très bon. J'essaye sur Twitter, j'essaye de monter la hype pour que Sampaoli signe Soteldo, un autre Vénézuélien, et Savarino à Marseille parce que je trouve ces deux joueurs vénézuéliens excellents. Donc, je dirais pas non, moi. Écoute, le joueur vénézuélien, je pense, pour faire une aparté, on parle toujours de l'Amérique du Sud, des joueurs très très chers. Et je pense que s'il y a une alternative avec des joueurs, comme on a dit, qui sont prêts au combat, comme Sampaoli par exemple le veut, le joueur vénézuélien est vraiment le joueur type, le joueur cadre qu'il faudrait. Donc, si des recruteurs nous écoutent ou l'encadrement de l'OM. Donc, voilà. Donc, je reviens sur les joueurs. Et du côté de Mineros, il y a Brian Hurtado, que peut-être vous connaissez. Il est passé du côté de Portland. Il avait fait un essai du côté de Portland, Brian Hurtado. Ça ne s'est pas très bien passé. Donc, là, il est de retour du côté des Mineros de Guayana au Venezuela. Donc, c'est vraiment les joueurs que je recommanderais du côté du Venezuela, s'il devrait arriver cette année en MLS. Et après, j'en ai un dernier que je n'avais pas noté et c'est vraiment un super joueur qui a eu aussi une expérience en Europe. Il a fait des clubs en Europe. Il était du côté de la Lazio et je crois qu'il a même fait un essai du côté du Benfica. Il faut que je retrouve son nom. Je voudrais le donner parce que c'est vraiment un super joueur au niveau offensif. Il a un pied gauche qui est vraiment, non, c'est vraiment quelque chose à voir. Mathias Lacava. C'est vraiment un joueur que je recommande du côté de Puerto Cabello. Mathias Lacava. Il a un profil, il a un pied gauche magnifique. Il joue au milieu de terrain. Il a eu cette expérience en Europe et je pense qu'il va soit revenir en Europe prochainement ou peut-être avoir peut-être un palier, le passer en MLS, ce qui serait aussi pas mal. On parle tout le temps d'un départ de l'Amérique du Sud directement en Europe. Je pense que faire Amérique du Sud, MLS et aller peut-être à ce moment-là après en Europe, ça peut être aussi une alternative assez intéressante. C'est en fait là où la MLS essaie de se placer comme un tremplin pour les joueurs sud-américains avant d'aller en Europe ou aller ailleurs. Mathieu Lemay, on l'a vu assez souvent, des joueurs sud-américains qui choisissent la MLS avant d'aller en Europe pour un peu, trouver un peu plus, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de points communs entre la MLS et l'Europe que l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc, c'est comme une étape intermédiaire assez intéressante. On le voit de plus en plus souvent, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, effectivement, il y a aussi, comment je pourrais dire ça, le contexte économique des clubs en Amérique du Sud fait que la MLS peut aller chercher des joueurs à des prix raisonnables et qui peuvent se développer. La MLS devient une vitrine pour ces joueurs-là. Moi, d'ailleurs, j'avais une question rapide à Rod, parce qu'il y a un joueur qui joue dans la MLS et qui est très jeune, qui a joué dans les sélections des moins de 17 et moins de 20 ans. C'est Christian Makoun, le défenseur de l'Inter Miami. Je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'il est capable de se développer au sein de la formation de David Beckham? Est-ce qu'il a le potentiel pour réussir? Écoute, c'est assez marrant. Christian Makoun, si je ne me trompe pas, c'est la même agence qu'à Erickson Gallardo à Toronto. OK. Oh, wow. Oh, wow. Okay. C'est pas pour être méchant, mais je sais que Makoun a eu l'expérience avec la Juventus. Il était dans les écoles, dans l'équipe de jeunes de la Juventus, la Primavera, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et je me dis, tiens, on va voir ce que ça donne. Il a quand même signé à la Juventus. Pourquoi pas? Peut-être avoir quelques minutes avec l'équipe A, quelquefois sur des matchs non importants. Au début, je crois que ça a bien marché. Puis après, il n'a plus été appelé. Et puis, il était bloqué avec la réserve. Donc, il a eu cette opportunité avec l'Inter de Miami. Je pense qu'il peut y arriver, que ce soit avec l'Inter ou peut-être même revenir avec la Vino Tinto. C'est vrai qu'on l'a peut-être oublié, lui, mais je pense que lui, par contre, il a peut-être plus de chances de s'imposer, vu qu'il a eu cette expérience européenne, il a eu la rigueur avec la Juventus au niveau des entraînements et autres. Il a côtoyé quand même des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou autres. Donc, à voir. Écoute, c'est bien que tu en parles. On va voir ce que ça donne. J'ai de bonnes… Je pense que ça peut faire quelque chose. Ouais.
Il peut avoir... Dernière question très, très rapide. Est-ce que tu connais ce joueur, Santiago Herrera, qui est un attaquant et qui joue pour une université américaine aux États-Unis? C'est l'Université de Caroline du Nord. Je pense actuellement, il a 21 ans. Est-ce que c'est un potentiel peut-être pour continuer en Amérique du Nord pour ce joueur qui a fait partie aussi des U20 en équipe nationale du Venezuela? Non, là, pour être honnête, okay. là, ça me... Non. Il ne peut pas tout connaître non plus, hein, donc bon. On pourra poser la question à Florian Moget, spécialiste du football collégial, peut-être. Mais j'ai pris une chance parce que c'est le seul joueur, pour l'instant, que j'ai identifié dans mes recherches qui évoluait aux États-Unis, parmi les jeunes là, qui sont dans les espoirs des équipes nationales vénézuéliennes. J'ai trouvé ça intéressant, donc, que lui... Avant même la MLS, avant même l'USL ou ces ligues-là, il joue à l'université. C'est quand même... Ça renvoie à ce qu'Adi disait tout à l'heure. C'est l'attrait des États-Unis, mais pas juste pour le circuit professionnel, pour ce qui est des joueurs, et en particulier les jeunes, puisqu'on parlait des jeunes, là, pour terminer avec toi, Rod. Exactement. À voir. Écoute, pourquoi pas? Après, il veut peut-être aussi se former du côté universitaire, tu sais, au cas où si ça ne marche pas du côté professionnel. Oui, ça, c'est pas impossible. On conjugue les deux, effectivement. En tout cas, ça va être extrêmement intéressant de voir ces Vénézuéliens-là en MLS, en espérant aussi que tous les joueurs qu'a nommé Rod, ce soient encore des joueurs qui signent en MLS. Les recruteurs qui nous ont suivis ou qui vont nous suivre ou nous écouter, il vous a donné quand même plusieurs noms. Je vais les répéter pour ceux qui ne se rappellent pas. C'est Guarirapa de Caracas FC, Contreras et Ferreira aussi de Caracas FC, Chacon et Tegues du côté de Táchira, Aramburu du côté de La Guaira et Segovia du côté du Deportivo Lara, tout comme Telasco. Non, c'est son prénom, pardon. Telasco. Telasco Segovia. Et enfin, du côté des Mineros, Brian Hurtado, sans oublier Mathias Lacava de Puerto Cabello. Donc voilà, pour les recruteurs de MLS qui nous écoutent, vous avez quelques joueurs intéressants du côté du Vénézuélien. Rodolphe, merci beaucoup d'être venu ici sur le podcast de Futur Soccer. C'était un plaisir. C'était extrêmement intéressant, puis tu es bienvenu quand tu veux. Merci de nous avoir fait découvrir un pan en ce qui a trait au football d'un pays, surtout en Amérique du Sud. Parce qu'en Amérique du Sud, on pense au Brésil, à l'Argentine. On ne pense pas à ces autres pays. Et justement, le Venezuela qui est en progression là, depuis une dizaine d'années, voire peut-être 15 ans. Moi, il m'avait impressionné à la Copa América qui avait lieu aux États-Unis. Ils avaient très bien performé. Exact. À un point tel que je me disais, j'aimerais pas jouer contre ces gaillards-là. C'est un peu vrai en partie. Alors, voilà, chapeau. On va souhaiter bonne chance justement à ces fidèles représentants à MLS. Merci pour ton avec plaisir. éclairages. Juste pour conclure, le Venezuela, depuis, on va dire, la Copa América de 2007 qu'ils ont organisée, ils ont vraiment continué à être sur la pente ascendante. Ils ont fait un superbe championnat du monde des moins de 20 ans en Corée du Sud où ils ont fini finalistes et ils ont perdu contre l'Angleterre. Donc, on voit vraiment que ça continue de monter. Ils forment de plus en plus de joueurs. À cause de la crise économique qu'on connaît au Venezuela, de plus en plus de joueurs essayent de partir, que ce soit en Amérique du Sud ou en MLS. Donc, il y a vraiment un super vivier de joueurs. Je compare toujours un peu le Venezuela un peu à l'Islande. Ce n'est pas les mêmes proportions, mais un pays qui n'est pas très connu et qui forme de bons joueurs et qui a de bons résultats sur la scène internationale. Un peu plus grand quand même. Un peu plus grand que l'Islande quand même. Je pense qu'ils faisaient référence à leur côté battant, combattant, si on peut dire. Mais c'est vraiment... Et j'invite tout le monde à suivre le championnat Venezuela. C'est peut-être pas plus... C'est moins glamour que les autres, mais il y a de super joueurs. Et j'invite tout le monde sur Twitter. On parle du football vénézuélien sur Twitter. Et voilà quoi. Donc, j'espère que ça ira mieux du côté du Venezuela, de la situation économique, et qu'on verra de plus en plus de joueurs en MLS. Parfait. Mathieu, merci d'avoir été là et de m'avoir accompagné dans ce podcast. Toujours un plaisir de te parler, mon ami. Merci. Merci pour la prise de risque et merci pour cette plongée dans un univers que moi, personnellement, je ne connaissais pas, mais que j'ai bien aimé explorer. Ça éveille espérons que notre émission éveille la curiosité de nos auditeurs et de nos auditrices, surtout avec quelqu'un d'aussi passionné comme notre invité, là.
Voilà, exactement. Rodolphe, pour ceux qui veulent le suivre, ben, c'est simple, c'est sur Twitter, c'est @globrod, donc GLOBROD, mais aussi sur son compte qui traite uniquement du football vénézuélien, donc F vénézuélien, donc foot vénézuélien en français, sur Twitter aussi. Donc, allez le suivre, c'est extrêmement intéressant ce qu'il fait. Je vous le conseille très fortement. Rod, encore une fois, merci et à la fois prochaine. J'espère, on t'invitera de nouveau. Ouais, avec plaisir. Sans aucun problème. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast. Je vous propose et je vous suggère de jeter un coup d'œil sur le site en date de demain. Vous pourrez être surpris à un moment donné. Je vous conseille un petit coup d'œil au site web de Culture Soccer en date de demain, le lundi 15 mars. Pour une petite surprise de notre part. Sinon, nous, on se revoit et on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer.